J'espère que vous allez bien, les gars. Nous sommes le samedi 18 mars 2023 et comme discuté hein, en fin de cette semaine, j'ai essayé de faire justement une vidéo sur la technologie Bitcoin et en tout cas, à ma connaissance, tout ce que je sais sur justement le Bitcoin, la monnaie en elle-même, le protocole, l'idée derrière, enfin, de ce que je sais. Et puis, parce que enfin, vous me direz, hein, lorsqu'on se retrouve dans le groupe, parce que j'ai pas trouvé assez de vidéos ni de documents, en fait, je vais dire ça comme ça, en français, et donc francophone français, qui explique un peu plus parce que il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de chaînes YouTube français, enfin de YouTubeurs français qu'on trouve. Il commence à en avoir quand même plein. Et moi, même cette vidéo-là, il y a une des chaînes en particulier qui m'a assez inspiré en termes de qualité d'information, que la personne est assez intéressante à suivre. Mais du côté je veux dire ouest africain par exemple, je ne trouvais pas en fait de contenu, qu'il soit en vidéo ou même des articles, qui comprennent ou qui expliquent clairement les arcanes en fait du Bitcoin. Et enfin, tout ce sur quoi je tombe, et encore une fois, hein, peut-être que j'ai pas tout vu, mais tout ce sur quoi je suis tombé, en fait, c'est des gens qui ont justement fait des vidéos qui incitent les gens à investir dans le Bitcoin. Et soit dit en passant, dans cette vidéo, je ne parlerai pas du prix du Bitcoin parce que ça, voilà. Et donc, toutes ces vidéos-là ne parlent que de comment acheter une crypto-monnaie, comment acheter du Bitcoin, comment... Mais en fait, réellement, et c'est ce que je dis souvent, personne ne prend le temps d'expliquer aux gens c'est quoi réellement cette technologie-là. Et ça, derrière, en fait, ça amène beaucoup d'autres choses parce que les gens achètent des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies sans forcément comprendre ce qui est derrière. Et bon, quand ça se passe mal, bon, ils vont vous rappeler pour vous dire, ah, ton truc dont tu m'as parlé là, Joe, ça marche même pas. Enfin, je fais encore référence à cette vidéo-là d'un influenceur, je sais pas si c'est vraiment un influenceur, mais d'un influenceur ivoirien observateur, une vidéo, moi, qui m'a choqué, parce que dans laquelle il avait acheté des éthers, parce que des amis lui avaient dit d'acheter des éthers, et lorsque ça a commencé à chuter, bah, le gars, il était là, il disait, mais ils m'ont dit d'acheter, moi j'ai acheté, maintenant ça, mon argent, ça a été divisé par 5. Enfin, ma mise de départ est divisée par 5 et voilà, voilà. Mais c'est écœurant en fait de voir un adulte responsable dire ce genre de choses dans une vidéo parce que un être, euh, comment on appelle, curieux, quelqu'un te dit d'acheter quelque chose, tu dois comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière les cryptos, il y a les cycles de marché. On en parlait hier dans le groupe brièvement, mais il y a les cycles de marché. Il y a les périodes pendant lesquelles on n'achète plus. Et il y a des périodes dans lesquelles tout le monde achète. Et c'est comme ça que plein se font avoir sur le marché. Enfin, bref. On ne va pas aller, enfin, refaire l'histoire sur le prix des choses, l'investissement surtout. Mais comme je disais, je voulais faire une vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue d'ailleurs, qui explique, en tout cas de façon basique, les arcanes du Bitcoin, principalement. Parce que toutes les cryptos que vous connaissez, elles partent parce qu'elles voulaient améliorer le Bitcoin. Elles sont nées après, elles ont été créées après, dans l'idée d'améliorer le Bitcoin, alors que le Bitcoin n'a pas besoin d'être amélioré. Ça, c'est une chose qu'on ne dit pas souvent. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, on va y aller. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette vidéo, enfin les idées, plusieurs idées de cette vidéo sont quand même issues de la lecture du contenu d'une chaîne que je suis depuis quelques temps, pardon. Faut juste que je retrouve le bon, voilà. Il est ici, et en fait la chaîne c'est Phono Radio. Phono Radio, parce que c'est une chaîne, c'est un YouTuber français.
Et en fait, il met en avant quand même, Fonolado, il prend plusieurs cas de figure, déjà à commencer par c'est quoi le Bitcoin, il y en a plein. Et en fait, d'autres articles qui parlent justement de la politique et du Bitcoin. Et puis il y a d'autres vidéos qui parlent aussi comment on dit ça? Enfin, enfin, il prend des articles de politiques qui ont parlé de Bitcoin de façon pas, comment on dit ça? Des choses qui sont pas justes, voilà, et il essaie de corriger, enfin, il essaie de détruire, comme lui-même il dit, ces articles-là. Et c'est assez intéressant, il est assez intéressant à écouter, parce que, comme il dit lui-même, franchement, c'est une analyse de haut vol. Et donc, j'ai beaucoup lu de ce contenu. Ma vidéo est effectivement inspirée, beaucoup plus inspirée aussi de ce il a dit dans sa vidéo. Donc, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas technicien comme beaucoup. Moi, j'ai une compréhension très basique des choses. Et donc, je vais essayer de faire une explication terre à terre pour que, en fait, cette vidéo-là, les gens puissent, ou vous puissiez justement la partager avec des gens forcément qui n'ont pas forcément l'appréhension technique ou l'appréhension même de l'investissement, mais justement du changement que le Bitcoin apporte. Parce que, encore une fois, je ne vais pas parler d'investissement. Voilà. Donc, en gros, le Bitcoin, c'est quoi? Et moi, je vais partir sur tout cas ce qui est connu presque de tous, c'est-à-dire que dans les années 90, de 90 à 93, avec, avec comment on appelle ça, l'expansion d'Internet, parce que dans les années 90, Internet a commencé à prendre de plus en plus de place. Les gens ont commencé justement à se poser des questions sur, mais c'est quoi cette nouvelle technologie qui permet aux gens de communiquer, afin de rapprocher les gens, quel que soit là où ils sont. Il y a eu ce nouveau mouvement-là, qui n'était pas forcément connu de tous, qu'on appelle aujourd'hui les cypherpunks. Ça s'écrit Cypherpunks, cypherpunks. Et c'est, de ce que je sais, un mouvement qui est né dans la baie de San Francisco. Un groupe d'activistes. Et leur idée principale, c'était justement de se dire, l'Internet qui est en train de grossir, qui est en train de prendre beaucoup plus de place. Là, on est encore dans les années 90. Hein. Et ils avaient commencé à se dire, avec le temps, Internet va avoir tellement de consommateurs et il va s'étendre tellement vite qu'il faut qu'on commence déjà à préparer, à réfléchir à comment les gens vont comment se protéger enfin, ils vont se protéger sur Internet. Voilà. C'est ça. En anglais, c'est la privacy, donc la vie privée sur Internet. Alors, cette vie privée-là, c'est pas forcément le fait de se cacher parce enfin, c'est pas parce on cache quelque chose. Mais l'idée, c'est que si on a besoin de montrer des choses aux gens sur Internet, on veut le faire. Mais si on n'a pas envie, tu vois, on ne veut pas que les gens sachent ce qu'on fait. C'est pas parce on est forcément en train de cacher quelque chose, mais c'est le droit à la vie privée. Voilà. Donc, ces gens-là, je pense que pour certains de vous, vous en connaissez un peu plus. Il y a Satoshi Nakamoto. Mais Satoshi Nakamoto, évidemment, il arrive beaucoup plus tard. Mais on a d'autres personnes qui étaient là depuis les années 90, justement, qui ont écrit beaucoup de textes, comme justement Timothy May, qui a écrit le test de crypto-anarchiste, pardon, le manifeste de crypto-anarchiste dans les années 88-89, qui définissait justement cette vie privée-là, comment en fait il fallait la préserver sur Internet. Alors, il y a plein d'autres personnes, hein. Il y a Phil Zimmermann, il y a Alfiné, que vous connaissez tous pour avoir participé justement au tout début du Bitcoin. Voilà. Il y a Julian Assange, que certains connaissent. Julian Assange, c'est celui qui a créé Wikileaks. Wikileaks qui a dévoilé justement le scandale
Je ne sais plus si c'est les écoutes. Je crois que les écoutes, c'est plutôt, comment il s'appelle, Snowden. Julian Assange, c'était dans un autre contexte. Mais il a dévoilé justement des secrets d'État. Voilà. Et sa vie a été mise en péril. Enfin, il a été condamné. Et aujourd'hui, il est encore en prison parce que justement, il a révélé des secrets d'État. Bon, je sais plus c'était quoi le truc, mais voilà. Donc, il y en a plein. Et moi, celui que j'ai beaucoup lu, c'est justement Eric Hughes, qui a publié justement en 1993 le manifeste d'un cypherpunk. Et dans ce manifeste-là, moi, je l'ai lu plusieurs fois justement pour comprendre parce que c'est des gens qui sont vraiment très, très perfectionnistes, qui comprennent beaucoup de choses, surtout ce qu'il s'agit de la vie privée sur Internet. Et ce qu'il faut dire au départ, c'est que les cypherpunks, ils codent. C'est des gens qui savent écrire du code. Donc, s'ils veulent quelque chose, en fait, eux, ils doivent le coder. Donc, l'idée au départ, c'était de justement créer des logiciels qui allaient permettre aux gens de se protéger sur Internet, d'avoir une vie privée sur Internet. La vie privée dont je parle aujourd'hui, c'est pas forcément, enfin, de ce que nous on voit aujourd'hui, le fait de s'exposer sur Facebook et tout, c'est pas forcément ça, mais cette vie privée dont je parle là, c'est aujourd'hui, demander aujourd'hui à un Iranien, par exemple, lorsqu'il veut aller sur un site pour s'informer, il n'a pas le droit, les sites là sont bloqués ou il est surveillé, c'est-à-dire qu'on surveille l'activité que tu fais. Aujourd'hui en Chine, c'est des choses qui sont d'actualité. Aujourd'hui en Chine, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le score social, qui veut dire que si moi je vais sur plusieurs sites, les algorithmes qui sont liés à tous ces sites-là vont analyser mon comportement, même quand je cause avec quelqu'un. Enfin, les algorithmes vont analyser tout ce comportement que j'ai sur Internet. Et ça concerne pas seulement que mes recherches, hein, ça concerne, je vais sur un site, je fais des paiements, tout en sachant qu'en Chine aujourd'hui, le paiement il est numérique aujourd'hui, hein, peut-être je crois qu'à 90-15% des cas, les Chinois n'utilisent plus assez de cash comme ça. Donc presque toutes les transactions sont faites en ligne et les algorithmes de tous ces sites-là analysent tout ce que vous faites et en fait les regroupent. Il y a un regroupement qui est fait pour une personne en particulier et tu as un score social. Le score social, ça veut dire qu'on peut dire que cette personne X, par exemple, elle, quand on finit de rassembler toute son activité sur Internet, elle a un score de 3 sur 10, ce qui est un mauvais score en soi. Donc ce mauvais score-là va se refléter d'une autre façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi j'ai ce score social-là, si je vais par exemple, on va dire n'importe quoi, je prends un billet d'avion, le jour où j'arrive là-bas, ils sont capables de me dire, bah, votre score social ne vous permet pas de voyager. Voilà. C'est de cette surveillance dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que tu fais sur Internet est observé. C'est pas forcément parce que tu es en train de faire de mauvaises choses, mais c'est observé jusqu'au jour où un des comportements que tu auras sur Internet, par exemple, est interdit et tu vas avoir des problèmes. Donc, l'idée de Cypherpunk, c'était ça. C'était que les gens doivent être libres quand ils sont sur Internet de faire ce qu'ils ont envie de faire sans que un gouvernement ou une institution sache ce qu'ils ont envie de faire. Et ces gars-là, pour moi, ils ont été visionnaires depuis une trentaine d'années. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont, enfin, ils ont imaginé, ils ont prévu il y a 30 ou peut-être 40 ans. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et pour moi, ils sont vraiment... pour ceux qui ont le temps, hein, vous pouvez aller vraiment sur ce site-là qui s'appelle nakamotoinstitute.org et vous aurez de la documentation sur tous ces mecs-là. Et je vous assure, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bref, donc l'idée c'était ça. Et justement le manifeste de Cypherpunk, donc le Cypherpunk dont je parlais tout à l'heure, c'est ce mot-là. Le manifeste de Cypherpunk qui définit en fait, un manifeste ça définit en fait l'idée qui est derrière un mouvement ou une organisation. Donc là, c'est justement le mouvement de Cypherpunk. Eric Hughes, enfin Hughes, mais je crois en anglais c'est Hughes, a écrit justement ce document-là pour définir l'esprit derrière le cypherpunk. Et comme je disais, si vous lisez le document, il parle de code et tout, mais dans les toutes premières lignes, voilà, il parle du respect de la vie privée. Le respect de la vie privée est nécessaire pour une société ouverte à l'ère électronique. La vie privée n'est pas un secret. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas forcément un secret. Une affaire privée est quelque chose que l'on ne veut pas que le monde entier sache.
Voilà. Et c'est différent d'une affaire secrète qui est quelque chose que l'on ne veut que quiconque ne sache. Voilà. Donc les gars, ils étaient très très techniques. Ils mettaient la différence, ils étaient très techniques, ils définissaient les choses comme il doit l'être. Comme j'ai dit tout à l'heure, comment dire, la vie privée, ce n'est pas forcément parce qu'on cache quelque chose, mais c'est le fait qu'on on décide si on veut de se dévoiler au monde. Si on ne veut pas se dévoiler au monde, on reste privé sur Internet. Voilà. Donc voilà un peu l'idée des cypherpunks. Et à partir de là, comme je disais, ils se sont réunis. Il y avait plein, enfin, il y a des noms qui sont connus, mais pour certains, forcément, ils sont pas assez, enfin, ils sont pas plus connus que ça. Donc, comme je disais, les plus connus, c'est Timothy May, Alphine, Phil Zimmerman, Eric Hughes et, enfin, beaucoup plus tard, on aura justement notre Satoshi Nakamoto. Mais le problème avec, justement, enfin, je pense, hein, c'est une analyse que j'ai lue quelque part, et je pense que cette analyse, elle est juste. Parce qu'au fil du temps, justement, cette idée de vie privée sur Internet s'est développée, et à un moment donné, il s'est arrivé à l'idée où, en plus d'avoir la vie privée sur Internet, il faut permettre aux gens d'avoir une monnaie. Internet est en train de grossir, et il fallait que Internet ait sa monnaie à lui-même. Une monnaie qui serait justement pas dépendante d'un État ou d'une institution, et qui ne fonctionnerait que sur Internet. Voilà. Et donc, depuis ces années-là, il y a eu plusieurs tentatives justement de création d'une monnaie électronique, numérique, on va dire. Mais le problème, et je pense, justement, je reviens à l'analyse dont je parlais tout à l'heure, c'est que les cypherpunks, en tout cas ceux qui étaient là au départ, c'est des gens qui justement maîtrisaient le sujet de la vie privée sur Internet, mais c'est pas des gens qui connaissaient, qui maîtrisaient l'économie, qui comprenaient le fonctionnement d'une monnaie. Donc, il y a eu plusieurs tentatives de création justement de monnaie numérique. Pour ceux qui connaissent Nick Szabo, qui dans le temps a émis l'idée d'une monnaie qui s'appelait Bit Gold, et ça n'a pas marché. Il y a eu d'autres tentatives, j'essaie de retrouver les noms, s'il y a eu des écrits dessus. Il y a eu plusieurs autres monnaies qui ont été créées sur Internet, mais elles n'ont jamais marché. Elles n'ont jamais marché parce que justement pour arriver à ce stade-là, déjà il faut comprendre la vie privée sur Internet, il faut comprendre le fonctionnement d'une monnaie, il faut comprendre l'émission monétaire, il faut comprendre tout un système. Et c'était pas forcément ce que les cypherpunks au départ ils faisaient de mieux. Voilà. Donc là, je m'arrête là sur le chapitre des cypherpunks. Je pense que si vous avez le temps, là, il y a vraiment de la lecture. Et c'est un esprit qui est très... Je pense que chacun devrait lire un peu ce genre l'esprit de ce genre de mouvement-là, parce que ça, en fait, ça ouvre votre esprit aussi sur aujourd'hui votre monde, notre monde à tous, parce que on est tous en train de se tourner vers Internet, et dans 5 10 ans, nos enfants, ils ne connaîtront même pas, ils n'auront pas connu la période sans Internet. Et il faut en fait comprendre certaines choses avant que demain vos enfants soient exposés à quelque chose que vous-même vous ne compreniez pas. Et pour moi, ça c'est important. Il faut comprendre vraiment comment tout ça, ça fonctionne pour pouvoir en fait mieux protéger vos enfants demain quand ils seront 2 fois plus exposés à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je m'arrête là pour justement l'esprit vie privée sur Internet face à cypherpunks. Et la deuxième chose dont je voulais parler, parce qu'après les deux esprits justement se rejoignent sur le troisième point, c'est la monnaie. Alors, moi, je ne suis pas justement un économiste, donc c'est une explication simple que je vais vous donner de ce qui est de la monnaie. Justement parce que en partant justement de la définition ou de la fonction que tout le monde connaît, donnée par Aristote, le père, qui dans le temps a défini la monnaie. Je pense que c'est une définition, enfin, il a défini la monnaie par 3 fonctions. Ces 3 fonctions-là, je pense qu'aujourd'hui c'est resté, parce que même quand tu vas sur le site de la Banque de France, ces 3 fonctions-là sont exposées là-bas. Et ces 3 fonctions, pour ce que Aristote a dit, c'est que une monnaie doit être un intermédiaire de change
Donc, ça veut dire que cette monnaie doit permettre de faire des paiements. Si je veux vous acheter quelque chose, je vous tends l'argent, vous l'acceptez. Donc, ça doit être un moyen de paiement. Ça doit aussi être une unité de compte. Donc, ça doit permettre de compter, on va dire 1 franc, 50 francs, 500 francs. Donc, cette fonction, c'est que l'argent doit permettre d'être une unité de compte. Et puis, peut-être la troisième qui est, je pense, la fonction la plus importante, c'est une monnaie, ça doit être une réserve de valeur. Une réserve de valeur, ça veut dire que si tu n'as pas besoin d'utiliser l'argent, tu dois pouvoir le stocker et puis l'utiliser dans un futur proche ou lointain. C'est ça la réserve de valeur. Alors, quand tu finis justement d'avoir ces trois fonctions-là, moi, qui a fait que j'ai commencé à me poser des questions, c'est le fait qu'une monnaie soit un intermédiaire d'échange, c'est pas un problème. Enfin, dans l'histoire, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais on sait qu'il y a eu une période de l'histoire où les gens, ils se payaient avec des cauris, ou avec des cailloux. Donc, il n'y a pas de problème, c'est un intermédiaire d'échange. Unité de compte, faut voir. Mais la troisième fonction qui est de réserve de valeur, c'est là que les vraies questions arrivent. Alors, quand tu dis ça doit être une réserve de valeur, prenons nos monnaies actuelles qui sont justement confrontées à cette inflation qui, enfin, on va dire galopante, hein, c'est l'expression que tout le monde utilise. Est-ce que nos monnaies actuelles sont de vraies réserves de valeur? Parce que si je mets de l'argent de côté aujourd'hui, justement, parce que c'est censé être une réserve de valeur, et qu'au fil du temps, cet argent-là, il ne fait que perdre de la valeur, alors la fonction de réserve de valeur n'a plus de sens. Elle n'a plus de sens. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, nos monnaies, ce n'est pas des réserves de valeur. Voilà. Ce ne sont pas des réserves de valeur parce que elles perdent de la valeur au fil du temps au lieu au minimum même, garder leur valeur. Au lieu au minimum garder, sinon avoir la valeur qui monte au fil du temps. Mais au contraire, elles ne font que baisser en valeur au fil du temps. Donc, ce n'est pas des réserves de valeur. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire sur la division de la monnaie. Et puis, l'autre esprit qui est justement derrière ça aussi, c'est que la monnaie, elle doit être basée sur quelque chose. Aujourd'hui, les monnaies que nous utilisons, enfin, la monnaie doit être basée sur la confiance des utilisateurs. C'est ce qu'on nous dit. Ça veut dire que les utilisateurs ont confiance à la monnaie et c'est pour ça qu'ils l'utilisent, c'est pour ça que la monnaie a de la valeur, c'est pour ça que tout le monde l'accepte en tant que moyen d'échange. L'autre question qui vient après ça et que beaucoup de personnes ne posent pas, je pense, c'est ok, les utilisateurs, ils ont confiance à la monnaie. C'est pour ça que la monnaie, elle marche. Mais cette confiance-là, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Pour nos monnaies actuelles, cette confiance-là est basée sur le fait que derrière, l'État garantit en fait l'État garantit que ces monnaies-là, on peut les utiliser pour payer les impôts, on peut les utiliser pour les échanger contre, je sais pas moi, pour les envoyer à l'étranger ou pour payer nos documents administratifs. Cette confiance, elle est basée que sur ça. Et comme on a confiance en l'État, on est censé avoir confiance en l'État, ça fait que ça marche. Alors, dernièrement, sur ces 10, 15 dernières années, on a vu que dans certains pays, ça ne marchait plus. Je prends le cas du Venezuela, ou même en Europe de la Grèce, il y a quelques années. Où justement, comment ça s'appelle, les utilisateurs, donc, la population a perdu confiance en son État. Et donc derrière, la monnaie a flanché. Le Venezuela, aujourd'hui, tu vas là-bas, les gens utilisent des billets de banque pour allumer du feu. Ça n'a plus de valeur. Donc la confiance est rompue. Pardon. Et donc là, tu te dis, est-ce que réellement on est protégé? Comme les gens nous le font croire, comme les États nous le font croire, est-ce qu'on est vraiment protégé? Est-ce que notre argent à la banque, il est vraiment en sécurité? Et ça, pour la banque, je vais y revenir un peu plus tard quand on va arriver sur les points suivants. Donc, c'est toutes ces questions-là que les gens ont commencé à se poser et se sont dit, ok, si cette idée de monnaie sur Internet, cette monnaie qu'on va dire Internet, elle devait exister, il faudrait qu'elle soit
décentralisée et qu'elle ne soit pas sous le monopole, sous la coupole ou sous le contrôle d'un État, d'une institution, mais que cette monnaie-là, elle soit enfin, euh, purement portée en fait par la confiance des utilisateurs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu plein de tentatives, ça qui n'ont pas marché, parce que tant, parce que tant, parce que tant. Bon, jusqu'à ce que en, euh, en 2009, un mystérieux, jusqu'à ce jour donc, un mystérieux homme ou femme, ou peut-être groupe de personnes même d'ailleurs, qui se faisait appeler Satoshi Nakamoto, a publié sur... Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, les cypherpunks, ils se connaissent donc, ils ont une liste de personnes. Comme ils se connaissent entre eux, ils ont une liste de personnes. Et Satoshi Nakamoto a envoyé à cette liste de personnes-là ce qu'on appelle aujourd'hui le white paper du Bitcoin. Donc le white paper, c'est un peu le livre blanc. C'est un peu, je ne sais pas s'il faut l'appeler le cahier des charges, mais c'est un peu le document de départ qui définit comment une activité ou un programme va fonctionner. 9 pages, ou 8 pages d'ailleurs. Je crois que c'était 8 pages. Et il définit clairement comment cette monnaie doit marcher. Non, parce que lui, il a trouvé justement il a trouvé justement le moyen justement de créer cette monnaie-là. Et quand il publie pour la première fois ce document-là, au début, les gens se moquaient parce qu'ils se sont dit c'est pas possible. Cette idée-là, elle marchera pas. Et comme Satoshi sait que les cypherpunks, c'est des gens qui écrivent du code. Et que pour les convaincre, il faut écrire le programme. Quelques semaines après avoir justement publié le white paper en question, il leur a envoyé le code. Et là, les gars, ils se sont dit, ok, apparemment, c'est du sérieux. Et donc, comment dire, les fonctions, donc là, je rentre en plein justement dans la création, la naissance du Bitcoin. Les fonctions de cette nouvelle monnaie-là, justement, c'était que au départ, que la personne qui l'a créée avait une très grosse connaissance en économie et en fonctionnement de monnaie. Voilà. Parce que dès le départ, aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, nos monnaies, les États, les banques centrales peuvent aujourd'hui imprimer la quantité de monnaie qu'elles veulent. On l'a vu pendant la crise du Covid, moins en Afrique parce que nous, on est concentré sur autre chose. Mais pendant la crise Covid, aux États-Unis, ils ont imprimé une quantité d'argent qu'on n'avait jamais atteint. C'est-à-dire qu'ils ont imprimé des trillions de dollars. Des trillions et des trillions de dollars qu'ils ont injectés dans l'économie. Donc aujourd'hui, petite parenthèse, hein, cette inflation dont on parle aujourd'hui, on dit c'est la guerre en Ukraine, c'est là, tout ça. Peut-être c'est un peu, la guerre en Ukraine a participé un peu. Mais une grosse partie de cette inflation aujourd'hui vient du fait que de la grosse masse monétaire qui est rentrée sur les marchés pendant la crise Covid. Et cette grosse quantité d'argent, quand elle rentre sur le marché, elle ne va pas directement dans les ménages. Elle ne va pas chez nous les pauvres ménages. Elle atterrit dans le marché financier. Ils se gavent entre eux. Et comme le disait Anis, un YouTuber que je suis, l'argent, c'est un peu comme de l'eau que tu essaies l'argent qu'on injecte dans l'économie qui arrive sur le marché financier, c'est un peu comme de l'eau que quelqu'un essaie de contenir dans une pièce. L'argent va tourner l'eau va tourner à un moment donné en cherchant à sortir forcément. Et lorsqu'il va avoir la première fissure, il s'évade, il arrive justement chez nous autres. Et donc, il tombe sur nous, inflation, taux d'argent en circulation, le prix des denrées augmente, l'argent commence à perdre la valeur. Donc, c'est un peu ça. Et donc, cette personne qui a créé le Bitcoin comprenait ce fonctionnement-là et il s'est dit, si on doit créer une monnaie qui n'est pas sous le contrôle d'une autorité, qui n'est pas sous le contrôle d'une institution, il faut que ce soit une monnaie dont le nombre de pièces est défini au départ et qu'on ne pourra plus jamais changer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la monnaie, imaginons que les francs CFA que nous utilisons aujourd'hui avaient une quantité limitée. Ça voudrait dire que la population augmente, mais la quantité d'argent, elle est limitée.
Donc, ça veut dire que l'offre est limitée, mais la demande, elle est plus grande. Donc, au fil du temps, la monnaie, elle ne ferait que prendre de la valeur. Parce que la quantité est petite et les utilisateurs ne font qu'augmenter. Puisque la population mondiale, elle ne décroît pas, elle ne fait que croître. Même la population de la Côte d'Ivoire, si on restreint à ça qu'à la Côte d'Ivoire. Donc, si on avait une quantité limitée d'argent, l'argent ne ferait que prendre de la valeur puisqu'on ne ferait que augmenter la demande. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, aujourd'hui, Satoshi Nakamoto, quand il a créé le Bitcoin, il a limité la quantité à 21 millions de Bitcoin. Il n'en aura pas plus. Et ces 21 millions-là, donc je vais arriver sur l'aspect suivant justement en continuant que c'est quoi le Bitcoin. Donc, c'est une quantité finie, donc le Bitcoin est une monnaie, donc la quantité est finie. Donc, il n'y en aura que 21 millions et pas plus. Et ces 21 millions-là, en fait, ils sont bloqués dans le système qu'on a, enfin, dans comment ça s'appelle, dans le protocole de Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on compare le Bitcoin très souvent avec de l'or. Parce que Satoshi, justement, en créant le Bitcoin, il a fait cette analogie-là entre l'or et le Bitcoin. Aujourd'hui, l'or, qui est lui aussi en quantité finie, parce que, voilà, qui est en quantité finie, il faut aller l'extraire. Et qu'il faut acheter des machines, il faut prendre des ouvriers, il faut aller creuser dans le sol pour pouvoir sortir des quantités d'or et les émettre pour qu'ils arrivent en circulation dans le monde. Et bien, le Bitcoin, il a créé ça pareil. Pour extraire les 21 millions de Bitcoin, il faut acheter des machines super puissantes qui vont se connecter au protocole, donc au réseau du Bitcoin, faire un calcul complexe, enfin, le calcul, en fait, il n'est pas complexe, mais en fait, pour trouver le résultat, il faut faire plusieurs combinaisons. Et la première machine qui trouve la première combinaison, elle a une récompense. Ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc, toutes ces machines-là aujourd'hui, donc, je résume rapidement parce que on a créé une monnaie dont le nombre de pièces est fini, donc 21 millions, pas plus. Et pour que ces 21 millions arrivent en circulation, que nous, on puisse les acheter ou même les utiliser, il faut que des machines aillent faire un calcul complexe, donc ces machines aillent travailler. Et lorsque elles réussissent ce travail-là, le réseau, le protocole les récompense en Bitcoin. Alors, ces machines-là, aujourd'hui, comment c'est? Aujourd'hui, ceux qui utilisent ces machines-là, c'est ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, pour faire le parallèle avec les mineurs qui vont extraire de l'or. Mais ces mineurs-là, ils achètent les machines. Vous-même, vous pouvez en acheter. Mais c'est des machines extrêmement chères et qui consomment assez d'énergie. Donc, tu achètes cette machine-là, tu la connectes au réseau Bitcoin et tu dis, moi, je veux que ma machine, elle aussi, elle mine du Bitcoin ou elle valide des transactions. Donc, comment ça marche? Moi, je vous envoie des Bitcoins. Les Bitcoins arrivent sur le réseau. Ils sont justement les mineurs, les machines des mineurs là, vont collecter un certain nombre de transactions. Peut-être ça peut être la mienne plus pour quelqu'un d'autre. Ils la mettent ensemble dans un bloc. Et ce bloc-là, chaque machine doit travailler dessus justement pour faire le calcul complexe dont j'ai parlé. Et le premier justement qui arrive à trouver la réponse à cette énigme-là, elle valide ma transaction, elle est récompensée en Bitcoin et moi, ma transaction arrive sur la personne chez qui j'ai envoyé. Alors, donc toutes ces machines-là sont justement connectées au réseau Bitcoin qui est une base de données, donc un réseau distribué, une grosse base de données dans laquelle toutes les transactions sont connectées les unes aux autres par un bloc. C'est-à-dire qu'un bloc est créé ici et ce bloc-là, il est relié au bloc précédent. Et le bloc précédent est relié au bloc précédent. Et le bloc ainsi de suite jusqu'à ce que tous les blocs soient reliés au tout premier bloc qui a été créé par Satoshi Nakamoto en 2009. Donc aujourd'hui, quand une nouvelle personne se connecte au réseau pour dire que je veux miner aussi des bitcoins, sa machine doit télécharger tout l'historique depuis le début jusqu'en 2009. Une fois que tout le téléchargement est fait,
ensuite, elle pourra commencer à miner du Bitcoin. Donc, ce qui veut dire que le réseau Bitcoin est un réseau distribué qui est disponible sur aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, sur plus de 100 000 ordinateurs dans le monde. Ce qui veut dire que si tu veux arrêter le Bitcoin aujourd'hui, il faudrait déjà arriver à débrancher 100 000 ordinateurs qui sont qui sont à différents endroits à travers le monde. C'est pas infaillible, mais c'est presque infaillible quand même, on va se dire. Donc voilà, et c'est Phil Zimmermann qui disait ça, pour qu'un réseau soit libre, il faut qu'il soit distribué le plus possible. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai dit ça. Donc ça, c'était l'aspect qui était sur le mineur, justement, et qui était sur la preuve de travail. Donc là, les machines font un travail et ensuite, elles sont rémunérées en Bitcoin. Et ce que je voulais vous montrer justement, c'est je vais dire l'explorateur du réseau Bitcoin. Je pense qu'il y a plusieurs applications qui permettent d'accéder à ça. Mais bon, moi j'ai juste pris un exemple. Donc, vous voyez là, ce sont des différents blocs. Donc ça, c'est depuis que le Bitcoin a été créé, ça c'est le 781e, 358e bloc qui a été créé, qui est là. Et il a été créé en 4 minutes. Donc là, il y a plusieurs transactions. Il y a 2916 transactions dedans. Vous voyez. Et ces transactions-là, quelqu'un les a validées. Il a eu des bitcoins. Et voilà. Avant lui, il y a 15 minutes, il y a quelqu'un d'autre qui a validé un autre bloc de 2685 transactions. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Si on a toute la journée, qu'on remonte tout ce fil-là, on va aller tomber sur le premier bloc de 2009 que Satoshi a créé. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, en fait, sur le réseau Bitcoin, personne ne peut tricher. Personne ne peut tricher parce que toutes ces informations sont reliées entre elles. Et si quelqu'un veut tricher, parce que lorsque un bloc est émis, tous les mineurs travaillent sur le bloc. Le premier qui gagne, c'est lui qui gagne les bitcoins et la transaction passe. Mais si toi, tu es sur le réseau et que tu travailles sur un autre bloc, et qu'au moment où quelqu'un valide un bloc, tu viens, tu dis non, que ce bloc-là n'est pas valide. C'est moi, mon bloc qui est valide. Comment on sait que c'est toi qui as raison? Ou bien que c'est le premier qui a raison? Alors c'est simple. Le réseau va choisir le bloc sur lequel il y a eu de plus de mineurs qui ont travaillé. Ou bien il y a eu de plus d'énergie qui a été dépensée. Pourquoi? Parce que le réseau, il considère que tous les acteurs du réseau, puisque chacun paye des machines extrêmement chères, et que en plus de cela, les personnes dépensent énormément d'énergie justement pour valider les blocs, le réseau considère que au moins 51% des personnes qui sont sur ce réseau-là disent la vérité, parce que personne ne va dépenser autant d'énergie, autant d'argent pour aller travailler sur un bloc qui ne sera pas juste. Politiquement, c'est incroyable en fait, la manière dont Satoshi a réfléchi au fonctionnement de Bitcoin. Donc si toi tu viens avec un bloc et que tu dis moi c'est mon bloc qui est valide et que le premier bloc n'est pas valide et qu'on regarde que c'est le premier bloc qui a assez d'énergie alors que c'est toi, ça veut dire que c'est toi qui as tort et ton bloc est rejeté par toute la communauté. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et en fait, comme tout le monde voit ce qui se passe, parce que le réseau est distribué, tout le monde voit ce qui se passe en temps réel, et que personne ne fait confiance en personne, alors le résultat qui sort, il est juste parce que, voilà, on a confiance. Tout à l'heure, il parlait de confiance. La confiance qu'on a aujourd'hui aux banques ou aux États, qui repose justement sur le fait que mon gouvernement, voilà. Ici, la confiance des utilisateurs est basée sur le protocole, parce que chaque acteur aujourd'hui peut aller sortir le code du Bitcoin, regarder. Nous sommes on ne sait pas lire un code, on va dire ça comme ça. Mais il existe des personnes nombreuses, millions de personnes à travers le monde qui sont développeurs, qui analysent des codes et qui te disent aujourd'hui ton code il est faux. Et en fait, c'est à partir d'un code qu'on pirate un système. C'est pour ça que nos banques, on n'a jamais vu le code qui travaille sur le code qui nous permet par exemple de faire des retraits au guichet, de faire des transactions en ligne. Ces codes-là, une personne extérieure ne peut pas les voir parce qu'ils se disent qu'une personne extérieure pourrait peut-être découvrir une erreur dans le code et profiter pour
je vais dire peut-être quelque chose qui n'est pas juste, mais qui est pour prendre des fonds dans la banque, pour pirater, c'est le mot que je cherchais, pour pirater la banque. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible sur le Bitcoin parce que dès le départ, le réseau, le code, il était open source. C'est-à-dire open source, ça veut dire que c'est là, n'importe qui peut venir, il audite le code et s'il y a une erreur, soit il dit qu'il y a une erreur, soit il profite de l'erreur pour voler de l'argent. Et ça fait 10 ans, plus de 10 ans que le code de Bitcoin, il fonctionne et qu'il valide les blocs et que personne n'est arrivé à le pirater. Parce que justement, tout le monde voit ce qui se passe en temps réel et personne ne peut pirater le Bitcoin. Et sur ça, je voulais vous parler d'un concept qu'on appelle aujourd'hui l'attaque 51. C'est un type d'attaque qui pourrait exister sur le Bitcoin. Ça veut dire que c'est une attaque dans laquelle quelqu'un arrive en fait à voler ou Et en fait, c'est une attaque qui aurait pu exister au début, hein, au tout début. C'est pour ça que Satoshi, au début, il avait peur en fait que les gens sachent que le Bitcoin existe. Il voulait que le réseau soit assez distribué, donc utilisé par plusieurs personnes avant que les gens découvrent que le Bitcoin existe. Parce qu'au tout début, il n'y avait que Satoshi et son entourage. Et en ce moment-là, une personne pouvait miner plusieurs bitcoins, justement, et avoir 51% des bitcoins du réseau. C'est-à-dire qu'il y a 21 millions de bitcoins au total. Au tout début, en 2009, quelqu'un pouvait venir avec une machine assez puissante, miner plus de 10 millions de bitcoins. Et en ce moment-là, il détenait 51% des bitcoins du réseau. Donc, lui seul, il pouvait justement prendre le contrôle sur le réseau. Et voilà, faire ce qu'il en veut, ce qu'il en voulait. C'est-à-dire qu'il pouvait détruire le réseau, il pouvait manipuler le réseau, il pouvait. Mais aujourd'hui, mener une attaque pareille, ça voudrait dire que tu vas dépenser des milliards et des milliards de dollars pour acquérir ces 51 millions de bitcoins. Et en fait, une fois que, même mettons-nous dans le cas où ce serait possible, si tu arrivais justement à voler ces 51% de bitcoin, les fonds que tu auras dépensés pour les acquérir, toi-même tu les payes. Pourquoi? Parce que les fonds en question, tu allais euh, les fonds, tu les détiens en bitcoin. C'est-à-dire que tu vas avoir 51% des pièces du réseau. Donc, on va dire bêtement 51%, je ne sais pas, faut un calcul rapide, mais 51% des 21 millions, on va dire ça fait 11 millions. Donc, si tu as les 11 millions de bitcoins, au moment où tu les as, ils n'auront plus de valeur. Tu auras dépensé, on va dire peut-être, je prends un exemple bête, tu vas dépenser par exemple 1 milliard de dollars pour acquérir les 51 millions de bitcoins. Et une fois que tu les auras, ils n'auront plus de valeur parce que justement, une fois que l'attaque 51 va se produire, tous les gens du réseau vont vendre leur bitcoin. Donc, ça voudrait dire que le bitcoin va se retrouver à zéro. Donc, ton milliard de dollars que tu as dépensé pour acquérir les 51 millions de bitcoin, toi-même, tu les perds aussi. Voilà. Voilà comment le concept il est. C'est d'une ingéniosité que moi-même, des fois, je suis couché et puis je me dis, Satoshi, c'est pas possible, ça ne peut pas être une seule personne. C'est un ensemble c'est un groupe de personnes. Il y avait ceux qui savaient coder, il y avait ceux qui savaient, qui connaissaient l'économie, il y avait c'est un groupe de personnes. Enfin, ça, je vais y revenir dessus. Donc, voilà comment cette technologie-là fonctionne. Et elle est tellement merveilleuse que je vous assure que chacun devrait, pour rien que ça, pour la beauté de ce geste, chercher vraiment à comprendre comment le Bitcoin il fonctionne. Et c'est pour ça que toutes les cryptos qui sont nées après, on va améliorer le Bitcoin il est trop lent, le Bitcoin, c'est des excuses qu'on montre aux profanes. Le Bitcoin, il est conçu pour que les blocs soient validés chaque 10 minutes en moyenne. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Les réseaux qui arrivent aujourd'hui, en une transaction, on la valide en une minute. Et hop, c'est le réseau le plus rapide. Elles font des concessions, ces projets qui arrivent aujourd'hui. Là. Ils font des concessions. Ils font la concession sur la sécurité. On a vu avec Solana. Ils sont venus, ils nous ont fait des transactions en un claquement d'œil. Tu transfères des données. Mais au bout de 2 ans, le réseau, il s'arrête seul, il panique. Voilà, il y a des hacks ici. On ne peut pas gagner sur tout le tableau. C'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'avoir la sécurité, avoir la rapidité, c'est presque impossible. Et le Bitcoin, c'est fait exprès. Et que, enfin, je ne suis pas un maximaliste comme on le dit, hein, loin de là. Vous tous me connaissez. Mais
Si aujourd'hui les blocs de Bitcoin sont validés environ chaque 10 minutes, c'est fait exprès. Voilà, donc ça, franchement, on pourrait passer la journée à en discuter. Bon, voilà, donc j'ai fait ça, j'ai parlé justement du consensus, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, du fait que tout le monde travaille sur un bloc et que quand une seule personne trouve le résultat, il montre le résultat aux autres pour dire, ah, c'est moi qui ai validé la transaction, le bloc, donc c'est moi qui ai reçu le Bitcoin, et tout le réseau en fait incrémente ce résultat-là. C'est-à-dire que une fois que moi, mon ordinateur a trouvé le résultat d'un bloc et que j'ai reçu le Bitcoin et que j'ai validé le bloc, tout le réseau, c'est-à-dire que même s'il y a 1 million d'ordinateurs qui sont connectés, le million d'ordinateurs qui est connecté doit accepter cette information-là et l'enregistrer. Donc, ça veut dire que dans 10 ans, si on revient par exemple sur le bloc, disons que moi je travaillais sur le bloc 781, 357, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai validé. Si je l'ai validé aujourd'hui, tout le réseau se met en accord et il enregistre l'information. Si dans 20 ans, pardon, on recherche ce bloc-là, on reviendra, on le retrouvera et on verra que c'est moi qui l'ai validé. Donc, si on repart aujourd'hui, en 2009, on verra qui a validé quel bloc. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Enfin bref, voilà. Donc, il y a ça et voilà. Donc ça je voulais parler de cette partie-là qui justement qui parle du réseau distribué de Bitcoin, de la preuve de travail, donc du consensus des utilisateurs du réseau. Et je vais en venir à une partie qui concerne justement, pour revenir un peu sur Satoshi, même avant d'arriver à ça. Aujourd'hui, le fait est que le réseau Bitcoin, il est lancé, il est libre. Mais le problème, c'est que c'est un réseau, il ne sait pas tout seul se mettre ça, il se met pas à jour tout seul. C'est-à-dire que au fil du temps, on a un nombre impressionnant de personnes qui arrivent sur le réseau. 1 million d'utilisateurs, 2 millions d'utilisateurs, 4 millions d'utilisateurs, 1 milliard d'utilisateurs bientôt. Le réseau, il ne sait pas s'adapter. Il est toujours là, lui, voilà, il ne sait pas s'adapter. Donc, ce qu'on fait, au début, les mises à jour, c'était Satoshi et son entourage proche, c'est eux qui faisaient les mises à jour. Mais bon, il s'est trouvé, et je vais revenir sur ce point-là tout à l'heure, que très tôt dans le projet, Satoshi, il a dû disparaître de façon très élégante. Mais à partir de là, qui met à jour le réseau? Et c'est là, en fait, où je suis d'accord avec Phono Radio, celui dont j'ai montré la chaîne YouTube tout à l'heure. C'est que c'est là où tu vois justement que Bitcoin, il y a un côté politique. Parce que dans la politique actuelle, comme il dit Phono Radio, c'est toujours une partie qui gagne et une autre partie est lésée. Donc une autre partie est frustrée ou elle est mécontente parce que l'autre a gagné. Dans le Bitcoin, on te dit, bon, imaginons au départ on est à 500 000 utilisateurs, on arrive un jour à 500 millions d'utilisateurs et qu'il faut améliorer le réseau pour l'adapter à la situation actuelle. Qui décide? Qui décide en ce moment-là? Au départ, comme j'ai dit, c'était Satoshi et son équipe. Mais voilà, il est parti très tôt, Satoshi, et puis il a laissé ça dans la main des développeurs. Donc voilà comment ça va marcher aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types enfin peut-être plusieurs, mais principalement il y a deux types de niveaux, on va dire. Il y a le premier groupe qu'on appelle justement les développeurs de Bitcoin. Donc on va dire c'est des génies. Moi je les appelle comme ça, c'est des génies qui justement vont passer leur temps à observer la situation, à analyser la situation et à proposer des idées pour justement améliorer le réseau et l'adapter à la vie, à l'évolution du système, de la vie aussi qui va avec. Donc, une fois que ils trouvent, ces développeurs-là, ils trouvent que il faut améliorer le réseau, ils vont proposer. Ils vont dire, bon, nous on pense que ça peut être une personne, ça peut être plusieurs, mais on pense que pour que le réseau s'adapte par exemple au fait qu'il y a 1 million d'utilisateurs aujourd'hui, ou il y a 1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui, voilà ce qu'il faut implémenter dans le réseau. Ça nous permettra de justement adapter le protocole en ce sens-là. Ils vont faire ces propositions-là, ils vont en discuter entre eux. Et s'ils arrivent à s'entendre pour dire que, ok, effectivement, cette idée-là, c'est une bonne idée, il faut l'implémenter dans le réseau. Ça, c'est le premier point.
C'est qu'eux, ils ne font que proposer. Ça, c'est les développeurs de Bitcoin. Une fois qu'ils proposent, il y a le deuxième groupe qui, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui sont les mineurs. Et les mineurs, en fait, c'est eux qui ont le protocole, donc le logiciel qui s'appelle Bitcoin Core installé sur leur machine. Et c'est en fait eux qui interagissent avec le protocole. Donc, une fois que enfin, ces discussions-là se tiennent en ligne, hein, sur des forums, et je crois, enfin, aujourd'hui, je pense que c'est sur GitHub. Et une fois qu'ils ont ça, ils vont leur proposer, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, aux mineurs. Donc, les mineurs, en fait, eux, à leur tour, ils vont analyser la situation. Est-ce que nous, ça nous arrange aujourd'hui de faire ça? Est-ce que ils vont en discuter aussi, eux aussi, et ils vont voter? Si les mineurs adoptent justement la proposition qui a été faite par les développeurs, alors le réseau se met à jour, il s'adapte, et voilà, on a fait une mise à jour. Mais s'ils refusent, bah, le projet est rejeté, et puis ça s'arrête là. On continue. Et c'est là, en fait, que tu vois tout le génie politique qui est dans ce protocole-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est que même si on vote, si le résultat, moi, ça ne me plaît pas, bon, moi, je prends mon armée, je vais voir une autre armée qui est plus puissante, je lui dis de venir m'aider, on va déloger celui qui a gagné, on le déloge, et puis nous, on s'assoit. Et c'est pour ça que je dis que il faut vraiment que chacun, pas forcément technique, on sorte un peu de notre système, notre quotidien actuel et qu'on comprenne l'esprit qui est derrière le Bitcoin, au-delà de tout ce qui est nos investissements dans les crypto-monnaies. Parce que ce protocole-là, n'importe qui va vous dire que demain le Bitcoin c'est mort, demain c'est le Bitcoin c'est comme ça, je vous assure, c'est faux. La période où le Bitcoin devait mourir, et je pense que Satoshi lui-même l'a su, c'était au début. C'était au tout début. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de Julian Assange, le créateur de Wikileaks. Lorsque Julian Assange a été arrêté, parce que justement Wikileaks avait mis à nu des informations du gouvernement, les États ont donné des ordres à comment on appelle ça? Aux plateformes de paiement qu'on connaît, PayPal et autres, de bloquer tous les dons que Wikileaks recevait. Parce que Wikileaks, c'est des organisations qui vivent en fait de dons. Donc, ils ont dit, il faut pouvoir bloquer tous ces accès-là pour ne plus qu'ils reçoivent des dons. Comme ça, ils vont, à la longue, on espère, ils vont mourir. Et c'était vraiment au tout début de Bitcoin. Et Wikileaks, ils se sont tournés vers le Bitcoin. Donc, si ils voulaient faire des dons à Wikileaks, il fallait les faire en Bitcoin. Parce que personne ne peut arrêter le Bitcoin, quoi. Donc, pendant cette période-là, Satoshi a eu un peu peur. Et je pense qu'il y a eu un post qu'il a fait sur Bitcoin Talk pour dire que, je ne sais plus bien c'était quoi l'idée, mais pour dire que Julian Assange a mis un coup de pied dans la ruche un peu trop tôt. Parce qu'il s'attendait à ce que les gouvernements viennent et qu'ils saisissent en fait, enfin, qu'ils s'intéressent au Bitcoin et que voilà, enfin, la Terre 51% dont on parlait tout à l'heure, ils acquièrent 51% des actifs du réseau et qui détruisent le réseau. Donc Satoshi lui-même l'a eu peur en ce moment-là. Mais aujourd'hui, le réseau est inarrêtable. Même si Satoshi lui-même devait revenir aujourd'hui, il ne pourrait plus rien faire. Le réseau est en production, il est distribué à travers le monde. Voilà. Une autre chose que je pensais que j'ai oublié, mais je parlais en même temps, mais ça m'a échappé. C'était, et désolé de faire ça dans le désordre, parce que la monnaie de Bitcoin, un des problèmes que le Bitcoin a résolu, et je pense que c'est pour ça que la création du Bitcoin a mis du temps. Qu'est-ce qu'on appelle, et je pense que vous pouvez faire une recherche là-dessus, c'est un sujet assez intéressant, c'est la double dépense. La double dépense sur Internet. Vous savez, sur Internet, et je pense que vous le savez tous, hein,
tout est copiable. On peut tout copier. Copier-coller, 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 coller. Et que si j'ai un fichier PDF, je peux faire copier-coller 20 fois. Et puis j'envoie les 20 copies à 20 personnes différentes. Moi-même, je garde encore une autre copie. Et on a tous une copie conforme, enfin, pareil. Les 20 copies seront pareilles. Donc, le problème qui était là au départ, c'était quoi? C'était comment tu arrives à créer une monnaie sur Internet sans qu'on puisse la copier-coller, copier-coller. C'est-à-dire que j'ai une pièce de Bitcoin, je t'envoie, mais j'ai encore la même copie, je peux l'envoyer à quelqu'un d'autre. Comment tu arrives à ne pas justement favoriser, ou bien non, pas favoriser, mais ne pas contrer le copier-coller. Et c'est l'un des problèmes que Satoshi a réussi à résoudre. C'est-à-dire que a réussi à créer un protocole dans lequel on ne peut pas faire une dépense deux fois. Si je t'ai envoyé des bitcoins, ils sont partis. C'est pour de bon. C'est pas comme un fichier PDF, j'envoie, j'ai une autre copie ici, je l'envoie à quelqu'un d'autre. Et ça me démontre encore une fois le génie de cette personne appelée Satoshi Nakamoto ou de ce groupe de personnes. Donc, je vais revenir justement à là où je m'étais arrêté, donc à la mise à jour du réseau Bitcoin et justement à la disparition de Satoshi dont je parlais tout à l'heure. Au tout début, justement, c'est Satoshi et son équipe qui faisaient la mise à jour sur le protocole, comme j'ai dit. Et après ça, j'ai dit que le réseau a été assez distribué et les votes, voilà, il y avait des propositions des développeurs et ensuite c'était voté par les mineurs et s'ils voulaient l'implémenter, ils l'implémentent dans le réseau. En 2011, au moment où Satoshi travaillait justement encore avec une équipe assez restreinte, je crois que c'était en juin 2011, et c'était juste avant l'histoire de Wikileaks. Donc, ça veut dire qu'il y avait eu l'histoire de Wikileaks où Satoshi a eu peur que les États viennent justement se mettre sur le Bitcoin et qu'ils essaient d'arrêter le Bitcoin. Dans la foulée, il me semble, il y a eu euh, l'histoire de cette plateforme où on vendait justement de la drogue, enfin on trouvait tout et tout, et les gens se faisaient payer en Bitcoin. J'ai plus le nom en tête, hein. Et le fondateur justement de cette plateforme a été arrêté. Donc tout ça, ça avait jeté un coup de projecteur sur le Bitcoin et tout et tout et tout. Donc en juin 2011, il y a un mec qui travaillait avec Satoshi qui s'appelle Gavin Andresen, qui était un développeur de Bitcoin justement. Il faisait partie des personnes un peu proches de Satoshi. Quand il dit proche, c'est pas qu'il le connaît, il connaissait Satoshi. C'est pas qu'il connaissait Satoshi, hein. C'est juste que c'est des gens qui travaillaient en permanence sur le protocole du Bitcoin, enfin en tant que développeur. Et donc il y avait une interaction assez particulière avec Satoshi. Donc en juin 2011, Gavin Andresen, il envoie un mail à Satoshi et il lui dit, bon, j'ai été convoqué par la CIA et ils ont voulu que je vienne bien leur expliquer c'est quoi le Bitcoin. Et en ce moment-là, moi je vous assure, la première fois que j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, non, je suis dans un film. Non, je suis dans un film. Parce que lorsque Gavin Andresen a envoyé ce mail à Satoshi et qu'il lui a dit, je reviens des services du CIA. Ils m'ont appelé pour que je vienne leur expliquer c'est quoi le Bitcoin. Satoshi n'a plus jamais, et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais répondu à un seul mail, ni envoyé, enfin, fait un post sur Bitcoin Talk où il parlait tout le temps. Plus jamais. Il a tout coupé net. Il a tout débranché. Il a disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, cette personne ou ce groupe de personnes, on ne sait plus ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment là où tu vois le génie qui était derrière le gars ou le groupe de personnes. Ils se sont dit, il y a déjà eu deux premières situations où on a frôlé que les États viennent saisir notre bijou. Voilà un de nos développeurs qui va parler aux gens. Je pense que Gavin Andresen, au départ, c'était pas de mauvaises intentions. C'est peut-être dans l'euphorie justement de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle avancée. Il a voulu aller peut-être leur expliquer ce beau bijou. Et enfin, ça a produit l'effet inverse. Donc, Satoshi a disparu complètement. Il n'a
plus... Je pense que même le mail de Gavin Andresen, qui lui disait que j'ai vu la CIA, il n'a pas répondu. Il a coupé net. Il n'a plus fait de post public. Il n'a plus répondu à un seul mail jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et on ne saura jamais qui c'est. Pour moi, encore une fois, ça démontre tout le génie de cette personne et surtout la volonté de justement rester anonyme et de ne plus réapparaître parce que aujourd'hui Satoshi au départ il a miné 1 million de bitcoins. Enfin, aujourd'hui on sait où ces adresses là sont, mais il n'est plus réapparu, il n'a plus jamais touché ce wallet qui contient, ce portefeuille qui contient 1 million de bitcoins. Il ne les a plus jamais touchés. Aujourd'hui, le bitcoin vaut 27 000 $. Essayez de multiplier ça par 1 million. 27 000 $ multiplié par 1 million. Qu'est-ce que ça serait comme fortune? C'est une très grande tentation. Je dis, même si nous-mêmes on se met à sa place aujourd'hui, on fait ça. Sur le coup, tu peux te dire, je vais disparaître, mais dans 10 ans, quand ton bijou vaut des milliards, des trillions de dollars, la tentation est grande. Mais là que tu vois le génie du gars, il ne revient pas. Il ne dit pas un instant, il faut que j'aille récupérer mon argent. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, que plusieurs personnes essaient peut-être de cacher. Parce que surtout les gouvernements ou les institutions qui essaient de dénigrer le Bitcoin, c'est que la première réaction que les gens, c'est que le Bitcoin, voilà, c'est anonyme. Quand tu es là-bas, tu te caches pour faire le Bitcoin. Et je pense que c'est une information que chacun doit enregistrer pour pouvoir expliquer aux gens. Le Bitcoin n'est pas anonyme. Il est pseudonyme. Il est pseudonyme. Je répète encore une fois. Il n'est pas anonyme. C'est-à-dire que anonyme, si vous voulez une monnaie anonyme, prenez le Monero. Monero, il est anonyme. Vous faites une transaction sur Monero, on ne pourra jamais, jamais, jamais vous retrouver. Mais le Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. Si, avec votre grande volonté, vous voulez récupérer ou attraper quelqu'un qui a fait une transaction, vous pouvez suivre sa trace sur la blockchain du Bitcoin jusqu'à ce que vous arriviez à son point de sortie. Parce que tous les gens qui sont dans la crypto aujourd'hui, ils ont un point d'entrée, ils ont un point de sortie. Et ces deux points-là, 100% des cas, c'est avec des banques. Et les banques, tu ne peux pas aller là-bas faire une transaction sans qu'on sache qui tu es. Donc, quelqu'un qui vous dit que le Bitcoin, on peut faire des transactions de façon anonyme sans se faire attraper, c'est du bullshit. Les points d'entrée et les points de sortie, c'est là où on va t'attraper. Et pour qu'on puisse arriver au point de départ ou au point de sortie, c'est qu'on a pu tracer tes transactions sur tout le protocole jusqu'à arriver à ton point de sortie ou à ton point d'entrée. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont duré un peu, il y a eu des scandales, il y a eu des gens qui ont hacké des plateformes et on les a suivis à la trace pendant 2, 3, 4, 5 ans jusqu'à ce qu'un jour, il arrive au point de sortie et hop, on les a attrapés. Et c'est indéniable. Tu ne peux pas te cacher sur la blockchain. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc si quelqu'un vous dit que la blockchain, elle est anonyme, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Voilà. Donc voilà, je pense que la vidéo, elle est super longue. Elle va être difficile à mettre en ligne. Donc voilà, et donc j'ai dit ça, j'ai parlé de la Bitcoin en tant que monnaie, le Bitcoin attaque 51, Satoshi et sa disparition. Et voilà, donc il a dit que le protocole c'est la clé, que c'est sur lui que repose toute la confiance. Et le dernier point que je voulais aborder, parce qu'à un moment donné il faut que la vidéo finisse, c'est justement l'adoption du Bitcoin. Alors, moi je pense que j'ai un point de vue assez particulier sur l'adoption du Bitcoin au fil du temps, parce que on a tous été un peu euphoriques les années passées lorsque on voyait de grosses institutions, on voyait des pays même, le Salvador, acheter de Bitcoin. On se disait, ah, c'est l'adoption, ah, mais c'est grand ça, c'est grandiose. Même Satoshi aurait aimé ça. Mais je pense qu'il faut garder un peu de recul. Il faut se ressaisir un peu parce que le Bitcoin a été créé, pas forcément pour remplacer le système actuel, mais pour être un peu un anti-système. C'est-à-dire que le truc sur lequel on ne doit pas mettre la main, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas forcément savoir ce qu'ils font tout le temps. Donc, le recul sur ça, ce serait justement de se dire que effectivement, ce genre d'adoption arrive, que ce soit par les États, par les institutions ou par
des personnes assez importantes. Je vais parler par exemple de Elon Musk de chez Tesla qui a réussi à convaincre Tesla d'acheter des bitcoins. Mais principalement, je pense que c'est pour le cas du bitcoin, on n'a pas parlé d'adoption en tant que tel parce que le protocole, il est conçu pour réussir. À partir de ce moment-là, que les gens, à un moment donné, ils acceptent d'y investir ou de ne pas, c'est pas là le problème parce que le protocole, dans sa conception, il va réussir. Il va réussir. Et ça se demande parce que moi, en 2017-2018, lorsqu'on avait on n'avait même pas justement encore ces institutions ou bien ces personnes-là qui s'intéressaient à ça et que justement les attaques inversent, par exemple des dirigeants des grosses banques comme JP Morgan qui disait par exemple, enfin même pas JP Morgan, mais comme Warren Buffett et son acolyte Mugler, c'est ça son nom, qui disait que c'était un poison à rat, en se mettant dans le cas où le poison c'est le Bitcoin et le rat c'est nous. Donc, il disait que c'était un poison à rat. On a traversé toutes ces périodes-là, malgré que le plus gros investisseur du monde, Warren Buffett, ait critiqué le Bitcoin, il n'y a eu aucun impact. La Chine qui a banni le Bitcoin à combien de reprises, Bitcoin a baissé de quelques pourcents après les reparties. Donc pour moi, c'est bien beau que ces États-là aujourd'hui fassent miroiter tout ça, que des institutions miroitent tout ça, que les grosses banques miroitent qu'on achète des bitcoins. Mais pour moi, en fait, enfin, je pense que c'est un peu l'esprit que les bitcoiners ils ont. Hein. Ils s'en foutent. En fait, ils s'en foutent que au demain les États-Unis déclarent que Bitcoin c'est une monnaie nationale. Ils vont dire ok c'est une victoire, ça va. Mais ils savent que leur protocole est conçu pour réussir. Le truc est conçu pour réussir. Parce que le Bitcoin, c'est les gens qui ont besoin de liberté, qui ont besoin qui n'ont pas besoin d'être oppressés. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que aujourd'hui, le système a mis la main sur l'argent. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, le système a mis la main sur l'argent. Et comme le disait Andreas, euh, si tu peux contrôler l'argent des gens, si tu peux suivre l'argent des gens, alors tu contrôles tout l'aspect de leur vie. Tu contrôles tout l'aspect de leur vie. Et les bitcoiners, ils savent que comme on ne peut pas mettre la main, on ne peut pas tracer, enfin tracer, oui, on ne peut pas arrêter, pardon, voilà, c'est l'expression que je cherche. On ne peut pas arrêter le bitcoin, on ne peut pas l'arrêter. Ils savent que tôt ou tard, des gens qui sont épris de liberté, ils vont tous joindre le mouvement. Et ça fera un effet boule de neige, forcément, que les États le veulent ou pas. Donc pour moi, l'adoption du Bitcoin, euh, il faut le voir en termes on va évoluer au fil du temps et puis la boule de neige va continuer à grossir, 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 même si les gens à côté ils n'en veulent pas. Les gens épris de liberté seront là dans le système, ils vont l'utiliser. Et c'est ça le plus essentiel. L'adoption, le reste, par les banques, par les temps, on s'en fout. Et un des cas que j'ai justement, et je ne vais pas forcément spéculer sur le groupe en question, c'est les suprémacistes blancs aux États-Unis. Forcément, je ne parle pas de ce que c'est comme organisation, ce qu'ils font, c'est bien ou mal. Je ne sais même pas de ça que je parle. Je n'ai aucun avis dessus. Alors, j'ai peut-être un avis, mais que je n'ai pas donné. Mais le groupe de suprémacistes blancs, sous Trump, quand il était président, les gens, ils faisaient assez de manifestations. Enfin, c'était avant ou... Enfin, je ne sais plus. Mais ils faisaient assez de manifestations jusqu'à ce qu'en 2017, lors d'une de leurs manifestations, quelqu'un décède. Il me semble que quelqu'un qui était rentré avec une voiture dans la foule et il a cogné des gens. Et il y a des gens qui sont décédés. Et je crois que c'est une personne qui est décédée, pardon. À partir de là, le gouvernement leur a en fait fermé l'accès à toutes les plateformes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les organismes qui vivent de dons. Donc, on ne pouvait plus leur faire de dons, on ne pouvait plus rien, enfin, ils ne pouvaient plus recevoir d'argent, ils ne pouvaient plus, voilà. Et la seule solution qui s'imposait à eux, c'était quoi? Bah, c'était le Bitcoin. Et il y a des wallets, enfin, ils ont ouvert des wallets, justement, sur lesquels les gens ont fait des dons. Et c'est de ça que je veux parler. Je veux dire que le Bitcoin, il est là. Il est là pour rester. Son adoption, il se fera par les gens qui ont besoin de liberté. Les gens qui n'ont pas besoin d'être oppressés.
ça sera le cas. On a eu un autre cas au Canada il y a 2 ou 3 ans. Les camionneurs qui sont entrés en grève. Et le président Justin Trudeau qui a commencé à justement fermer les comptes en banque des gens qui manifestaient gauche à droite. Mais les gens ont commencé à changer en Bitcoin. Ils ont commencé à changer en Bitcoin. Et c'est en fait là que le Bitcoin est important. Et c'est là qu'il agit comme monnaie. Et c'est là que les États vont comprendre que, justement, il y a ce truc parallèle-là qui est en train de justement prendre le contrôle. Voilà. Donc, pour moi, l'adoption du Bitcoin, c'est vraiment pour des gens qui ont besoin de liberté. Sinon, les gens qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de liberté, qui ont toujours vécu dans le système classique, ils vont rester dans le système classique. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de, enfin, je vois pas de Bitcoin qui va venir avaler des banques, et renverser tout le système financier. Non. Pour moi, le Bitcoin, ça va être justement une route parallèle, voilà, à celle qu'on a déjà. Et cette route parallèle-là, les gens qui vont y aller, c'est les gens qui ont besoin de ne pas être oppressés, qui ont besoin de liberté, qui n'ont pas besoin qu'on leur pose une question lorsqu'ils ont besoin de transférer plus de 1 000 euros. Enfin, voilà, qui n'ont pas besoin de casse-tête. C'est tout. Donc, voilà. Et il y avait aussi, il y a Jean-Michel qui avait demandé hier comment moi je voyais le fait que Bitcoin pourrait remplacer l'or. Alors, c'est une question assez difficile parce que je pense que Bitcoin est, même s'il est inspiré du fonctionnement de l'or, c'est deux actifs différents. Déjà, l'or, son problème à lui, c'est que il est pas facile à transporter. Déjà, c'est un premier blocage. Et par contre, le Bitcoin, lui, il suffit juste, par exemple, d'une clé Ledger pour transformer plus de peut-être 1 milliard ou plus, enfin, tout le montant que vous voulez du monde, ou pour le transporter sur une petite clé comme ça. Donc déjà là, sur cet aspect-là, le Bitcoin, effectivement, il est en avance. Et il y a aussi deux angles qu'il faut voir quand on compare Bitcoin et l'or. Il y a déjà la capitalisation en termes de spéculation et tout. Et sur cet aspect-là, l'or a beaucoup d'avance. Quoique, vu comment l'or il bouge pas très vite, potentiellement Bitcoin pourrait le rattraper sur ce point-là. Moi, en termes de potentiel à la hausse de Bitcoin, je ne mets pas le blocage. Donc, forcément, il pourra le trouver sur cet aspect-là. Le deuxième angle que je vois, justement, c'est ce qu'il disait, c'est la nature le Bitcoin. Pardon, l'or n'est pas facilement transportable et ça, c'est un blocage. Mais l'or a son public. Voilà. L'or a son public. Et en temps de guerre, les États ou les investisseurs se dirigent vers l'or. C'est pour ça que l'or, depuis la nuit des temps, c'est la réserve de valeur par excellence par rapport à la monnaie. Voilà. Quand on entend des guerres, le dollar chute, l'euro chute, et au contraire, le cours de l'or ne fait que monter. Le cours de l'or a toujours été le contraire de la valeur du dollar. Quand le dollar baisse, l'or augmente. Quand l'or monte, le dollar baisse. Bon, voilà. Voilà, donc il y a ça. Donc pour moi, il y a aucune ambiguïté. Forcément, Bitcoin, un jour, il va atteindre la capitalisation de l'or. Et puis, deuxième aspect dans cet angle de vue-là, c'est que le Bitcoin, il sert déjà le moyen de paiement. Et ça va continuer à s'amplifier. Ce qui n'est pas le cas de l'or. Donc l'or, enfin, tu peux essayer. Tu peux dire que tu peux aller aujourd'hui dans une boutique, mais c'est pas pratique justement. Tu peux aller aujourd'hui dans une boutique, tu vas dire, j'ai une once d'or, je veux cette chemise. Le gars va te dire, mais moi je sais pas comment savoir que c'est de vrai or. Faut que j'aille faut que j'aille chez quelqu'un pour faire vérifier ça. Ça va me prendre 2 jours. Bon, c'est pas pratique. Le Bitcoin, c'est un moyen de paiement. Plusieurs boutiques aujourd'hui, physiques ou en ligne, acceptent Bitcoin. Tu arrives, tu scannes ton code, paf, c'est parti. Surtout avec l'aspect de Lightning Network, que je vais peut-être faire dans une autre vidéo. Donc, sur cet aspect-là, Bitcoin a vraiment, sur l'or, il a deux avances. Donc, la transportabilité, easy pour le Bitcoin. Moins de paiement, facile pour le Bitcoin. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le Bitcoin a vraiment une avance sur l'or. Mais le fait est que l'or a son public. Voilà. Mais la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'au bout, aujourd'hui, en temps de crise,
Et aujourd'hui, on est quoi? On est le 18 mars 2023, comme je disais. Toute cette semaine, on a vu ce qui s'est passé. Deux faillites de banques aux États-Unis. Une chute justement des cours des actions de la Société Générale en France, plus d'autres banques qui montrent un peu la fragilité du système. Et c'est en ce temps-là, en général, que l'or commence à prendre la valeur. J'ai pas regardé la courbe de l'or, mais il me semble que l'or est monté légèrement. Et dans le même laps de temps, le Bitcoin a explosé. Est-ce que c'est un signe qu'on est en train de te tourner justement au fait que Bitcoin est en train de devenir une deuxième réserve de valeur en temps de crise? Va savoir. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est une chose laquelle ces dernières années, je n'ai pas voulu me prononcer parce que le Bitcoin n'était pas assez convaincant sur cet aspect-là. Mais ce qu'on a vu cette semaine, si ça continue pareil et que en temps de guerre, enfin, c'est pas que je le souhaite, hein, mais bon, en temps de guerre ou en temps de catastrophe naturelle, l'or et le Bitcoin continuent à aller dans le même sens, en ce moment-là, effectivement, le Bitcoin va avoir encore beaucoup plus de potentiel parce que le but, hein, au bout, il faudrait que justement le Bitcoin cherche à être une valeur de réserve. Et c'est peut-être déjà le cas, hein, parce que pour les gens qui ont acheté par exemple le Bitcoin en 2016, 2017, 2018, aujourd'hui, ils sont qu'en gain. Hein. Par rapport à ceux qui ont acheté en 2020, 2021, enfin, pardon, en 2021, 2022 à 69 000 dollars, qui sont en perte. Mais le potentiel à la hausse, il n'a pas de limite. C'est en fait ça qu'il faut retenir. Pour moi, hein. Et encore une fois, je parle pas du tout d'investissement. C'est pas un conseil d'investissement, c'est que mon avis. Donc voilà, je pense que les points même que je m'étais noté, j'ai pas tout développé. Mais je vais essayer justement de temps en temps, de plus en plus, de faire des vidéos qui n'ont vraiment rien à voir avec ce qu'on fait quotidiennement comme investissement. Parce que je pense que en Afrique, il y a un besoin que les gens comprennent les choses parce qu'on a tellement rapidement envoyé les choses, enfin on botte tellement vite en touche que bon voilà, moi je l'expliquais à Jean-Michel cette semaine et l'autre ami qui est dans le groupe Rodrigue que on faisait une discussion justement en entreprise avec mon DG et mon DAF. On parlait d'investissement et dans la bourse. Et mon DG qui disait, parce que lui c'est un ancien de EDF, il disait ouais mais bon, en tant que salarié d'EDF, lui il avait reçu justement des actions EDF en tant que salarié, mais à part ça il avait jamais investi. Ils n'avaient jamais essayé la bourse parce que pour lui, bon, voilà, et c'est aussi ça, hein, l'angle d'attaque de tout le monde, c'est que, voilà, c'est du gambling, tu peux perdre ou tu peux gagner, voilà. Et donc, il n'a jamais voulu essayer. Et pareil, mon DAF a dit non, non, mais lui, il n'a jamais voulu essayer non plus. Et lui, quand même, il est financier, mais il n'a jamais voulu essayer. Mais ce qu'il a toujours voulu acheter, c'est le Bitcoin. Sur ça, ça m'a un peu étonné parce que bon, lui et moi, on bosse étroitement ensemble. Et moi, je lui ai dit, mais moi, j'ai dans le Bitcoin depuis 2017. Il m'a dit, tu as des Bitcoins? Il a dit, ouais, mais j'ai des Bitcoins. Et ça fait depuis 2017 que moi, je suis dedans. Et il me disait que bon, lui, il hésitait à acheter. Voilà. Il hésitait à acheter. Donc, je pense que il y a, il y a pas assez d'informations disponibles pour expliquer, pas pour expliquer pourquoi investir, mais pour expliquer pourquoi Bitcoin ça marche. Il n'y a pas assez d'Africains qui font des vidéos pour expliquer le fonctionnement des Bitcoin, pour que les gens comprennent pourquoi ça marche. Bon, voilà. Donc, moi, je vais essayer, voilà, prochainement, là, de faire des vidéos, justement, pour expliquer certaines choses, certains aspects qu'on pourrait développer, que les gens comprennent que de plus en plus, il faut qu'ils cherchent à comprendre ce qu'est le Bitcoin. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait plus d'une heure de vidéo. C'est ma première fois. Et un autre truc que je voulais vous montrer, je pense que je l'ai loupé, mais c'est concernant justement la personnalité de Satoshi. Que si c'est une personne ou c'est un groupe de personnes. Et comme tout à l'heure, je disais, moi, je pense que c'est un groupe de personnes. Et je pense que dans ce groupe de personnes-là, le gars dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Phil Zimmerman, il pourrait potentiellement faire partie des personnes justement qui forment Satoshi. Parce que le documentaire, pour ceux qui l'ont déjà regardé, qui s'appelle Le mystère Satoshi, le documentaire qui a été produit par la télévision AT, il y a une partie du documentaire où Phil Zimmerman,
c'était la partie documentaire où on parle justement de c'est qui Satoshi, qui est caché derrière. Et pour ceux qui l'ont connu, de Craig Wright, qui il y a quelques années s'était déclaré, s'auto-déclaré Satoshi. Et on lui avait dit de venir justement ouvrir le fameux wallet qui contient 1 million de bitcoin. Et le gars est venu là en live, il a échoué. Donc voilà. Et tu sais, Phil Zimmermann disait que n'importe qui vous dira qu'il est Satoshi, il ne l'est pas. Et en fait, la phrase, il a répété 3 fois. Il a répété, mais il a reformulé là 3 fois. Avec une certaine sérénité. Et je pense que même s'il fait pas partie des gars qui connaissent Satoshi, il doit avoir une idée. Pour moi, il doit avoir une idée. Et je pense que dans ce groupe-là, il devrait avoir au moins Phil Zimmermann et Al Finney. Al Finney qui perd son âme est décédé maintenant. Voilà, je vais juste vous mettre ce petit extrait-là. Il faudra lire la traduction en français en bas parce qu'il parle en anglais. Anyone who claims to be the inventor of Bitcoin is lying. Some people will believe, some people won't. And to tell you the truth, I don't really care. Maybe I should rephrase that. There have been some that claim to be the inventor of Bitcoin, but they're not. I don't want money, I don't want fame, I don't want adoration. They're absolutely, positively not the inventor of Bitcoin. Voilà. Et il insiste, il a dit 3 fois. Il a dit n'importe qui vous dit qu'il est inventeur du Bitcoin, il ne l'est pas. Ils ne sont pas l'inventeur du Bitcoin. Et en fait, c'est la deuxième fois, je crois, quand j'ai regardé le document, je me suis dit, ce gars-là, même s'il n'est pas dans le collectif, il sait qui était dedans. Mais c'est des esprits qui sont très, très, très bien conscients de ce qu'ils détiennent peut-être comme secret et donc qui ne vont jamais dévoiler qui c'est Satoshi. Voilà. Et dernier point, et je l'ai loupé au départ parce que voilà, je fais un peu trop vite, c'est concernant le Genesis Block. Le Genesis Block, pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier bloc, le tout premier bloc qui a été émis par Satoshi. Et dans ce bloc-là, il a inséré un message que vous pouvez voir à droite ici. On était encore en pleine crise financière en 2008. Et c'était très agressif de sa part. Il a inséré le titre du journal The Times qui date du 9 janvier 2009. Et vous pouvez voir ici, il a mis The Times, donc 03 janvier 2009, la date. Et le titre du journal, c'était Chancellor on brink of second bailout for banks. Donc, ce qui veut dire littéralement que les chanceliers, donc le gouvernement britannique s'apprêtait à faire un second bailout pour sauver les banques. Donc, un deuxième sauvetage des banques. Et le journal, vous pouvez le voir, il est ici. Donc, on peut bien voir, voilà le titre qui est là, Chancellor on brink of second bailout for banks. Et on voit bien qu'il date du 3 janvier 2009 et c'est bien le journal The Times. Donc franchement, ce gars-là, je vous assure, il continue à hanter mon esprit tellement son intelligence elle était poussée. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que le Bitcoin a été créé. Certains disent que Satoshi était déjà prêt en fait à envoyer le Bitcoin en production bien avant. Mais il attendait en fait que le pic de la crise financière arrive avant d'envoyer le Bitcoin en production. Et effectivement, c'est arrivé plus tard. Juste un thème que je voulais expliquer, au cas où pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce thème-là, bail-out. Alors, il y en a deux. Il y a le bail-out et il y a le bail-in. Donc, out, comme on sait en anglais, c'est dehors. Donc, dans le système financier, justement, surtout dans le système bancaire, bail out, donc out ça vient de dehors, donc c'est une institution ou une banque qui est en difficulté qui reçoit un sauvetage extérieur. Donc c'est le gouvernement, c'est la banque centrale qui lui donne de l'argent pour la tenir à flot, pour ne pas qu'elle coule. Voilà, elle lui donne une bouée de sauvetage. Donc ça c'est out, ça vient de dehors, donc ça vient du gouvernement qui est extérieur à la banque ou de la banque centrale qui est extérieure. Donc bail out. Donc là c'est un bail in, donc ça vient de l'intérieur de la banque. Et ça, je pense que chacun de vous doit creuser le sujet parce que ça nous concerne tous.
Par contre, j'ai regardé, hein, pour ceux qui sont dans la zone CDAO, j'ai regardé dans les documents officiels. En tout cas, je pense avoir vu l'essentiel des documents officiels de la BCAO. Il n'y a aucun moment où on parle de bail-in. Peut-être que ça n'existe pas dans notre région, mais je pense que si ça existe, il faut que les gars communiquent vraiment dessus. Parce que le bail-in, c'est lorsque une banque a des difficultés et elle a le droit, en France, je crois que c'est 100 000 euros, de ceux qui ont plus de 100 000 euros sur leur compte, elle a le droit de confisquer leur argent. Voilà. Donc, ça ne blague pas. Si on te dit, par exemple, la Société Générale de France a des difficultés et qu'ils regardent un peu à gauche, à droite, ils ne savent pas comment ils vont se sauver, tous ceux qui ont plus de 100 000 euros dans leur compte, hop, c'est fini. Ça devient zéro. Il n'a plus rien à la banque. Voilà. Donc, le titre, le fait que ce titre-là, Satoshi l'ait mis dans le premier bloc de Bitcoin, c'était une attaque très agressive envers les banques, clairement. Je dis que le gars a déjà annoncé les couleurs dès le départ. Hein. Son logiciel qu'il allait mettre en place, c'était clairement pour attaquer le système bancaire, attaquer Yann Griff. Voilà. Donc, je pense que j'ai assez parlé. C'est peut-être la vidéo la plus longue. C'est la vidéo la plus longue que j'ai fait sur cette chaîne-là. Et j'espère que vous allez l'aimer pour qu'on puisse développer d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à l'investissement, mais à l'information en fait des gens de la sous-région. Parce que justement, les vidéos qui sont en France, voilà. On ne comprend pas forcément toujours quand c'est pas expliqué de terre à terre de notre façon ou bien que c'est en anglais. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous portez bien. On se retrouve dans le groupe Telegram et puis on discute de tout ça. Allez, bon après-midi.